Si vous aviez une baguette magique, ce serait comment le Moyen-Orient? Je dirais comme Jérusalem du temps de ma mère. Bonsoir Leïla. Alors Leïla, vous êtes déléguée générale de Palestine en France et avant de parler du livre qui vous amène ce soir, je voudrais qu'on dise quelques mots de la situation au Proche-Orient. Donc, tout va bien. Bah oui, voilà. Tout va bien. Non, mais c'est vrai. On aimerait. Non, mais c'est vrai qu'il y a de l'espoir. C'est vrai que Mahmoud Abbas, qui a été élu président d'autorité palestinienne le 7 janvier, va rencontrer Ariel Sharon à Sharm el-Sheikh le 8 février. Bush a fait des déclarations cette semaine qui sont plutôt encourageantes. Hein. Oui. Donc d'un seul coup, on se reprend un peu à espérer et ça fait vraiment du bien, quoi. Oui, bien sûr qu'il faut espérer, mais il faut aussi se rappeler que nous sommes en train de recommencer un processus qui s'est effondré les dernières 4 années. Et je crois qu'il ne faut pas voler sur un nuage. Il faut aussi savoir qu'il faut encore beaucoup de choses pour que les choses aillent mieux. Oui. Parce que pour le moment, nous n'avons que des promesses. Mais... Oui, c'est vrai que la situation est très instable puisque les colons israéliens refusent de quitter Gaza. Ils pensent que ça créerait un précédent pour leurs implantations en Cisjordanie. Et de l'autre côté, les extrémistes palestiniens qui ont accordé une trêve au nouveau président, le Hamas, le djihad islamique, sont quand même, voilà, ils sont prêts à recommencer à la moindre incartade. Donc oui, mais ils sont prêts à faire une trêve s'il y a une trêve côté armée israélienne aussi. C'est ce que demande aujourd'hui Mahmoud Abbas. Oui. Moi, j'étais à Jérusalem et à Ramallah la semaine dernière, donc j'ai passé 3 jours dans la région. Je dois dire que quand on franchit la frontière, enfin, quand on voit tous les postes frontières, tous les checkpoints, le mur, etc., et qu'on se rend compte de la situation sur le terrain, on voit qu'il y a du chemin à faire. Hein, et la situation est quand même très, très, très difficile. Et on sent que des deux côtés, c'est quand même terriblement bloqué. Donc il y a un espoir, mais enfin, il y a... C'est pour ça que je pense qu'on a besoin d'être accompagné, d'être aidé par des parties tiers, par l'Europe, par la France. Le ministre Michel Barnier va en Palestine, en Israël la semaine prochaine. Condoleezza Rice va elle-même aussi dimanche en Israël et en Palestine. Je crois que nous avons besoin d'être soutenus, accompagnés, parce que ça vaut la peine réellement que ça se fasse finalement. Ça fait trop longtemps que ça dure. Inch'Allah. Alors, Leïla, le livre qui vous amène ce soir est un livre qui a été écrit par votre mère, en fait, Sirine Husseini Chahid, qui s'appelle Souvenirs de Jérusalem, c'est chez Fayard. Alors, votre mère vit toujours à Beyrouth, mais elle est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Et vous dites très joliment, elle perd la mémoire au moment où paraissent ses mémoires. Oui, c'est assez, je dirais, surréaliste et en même temps très douloureux, mais aussi très beau, que cet acte d'écrire ses souvenirs de la ville où elle est née en 1920 a été son dernier acte conscient, presque son bouclier contre l'amnésie de cette maladie terrible qui est la maladie d'Alzheimer. Et je crois que quelque part le destin a voulu que ce livre soit publié en France. Elle l'a écrit en anglais, il a été publié en anglais il y a 4 ans. Ouais. Oui. Et aujourd'hui il sort en France, mais elle réalise que son livre sort, même si elle ne peut pas venir sur ce plateau répondre à vos questions. Donc je me fais un peu son porte-parole. Alors quand le livre est sorti justement en anglais, dans sa version originale, elle a dit « Plus rien ne compte désormais, je peux mourir », parce qu'elle avait transmis la mémoire palestinienne. Oui, c'est-à-dire que cette phrase qu'elle m'a dit à ce moment-là m'a beaucoup surpris parce que le livre a été très bien accueilli en anglais. Je ne comprenais pas pourquoi elle voulait mourir. Et je crois qu'elle disait que quelque part, c'était le dernier acte conscient qu'elle faisait de transmettre la mémoire de sa famille, de son enfance, du bonheur qu'elle a vécu, qu'elle se remémorer réellement physiquement, mais aussi la mémoire de la ville de Jérusalem, parce qu'elle réalise aussi que la ville de Jérusalem est aujourd'hui sous occupation. On est revenu à Jérusalem souvent, elle et moi, retrouver les chemins de son enfance. Et c'est vrai que ce n'est plus la même ville dans laquelle elle a vécu. Aujourd'hui, il y a le mur dont parle Jérôme Clément, qui littéralement divise Jérusalem de la Cisjordanie, qui sépare les Palestiniens d'autres Palestiniens, et que la vie est beaucoup plus difficile aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a 24 ans. Alors votre mère raconte justement les années 30 en Terre Sainte. Alors à l'époque, la région est occupée par les Anglais, puisque l'État d'Israël ne sera fondé qu'en 1948. Et c'est donc contre les Anglais que se bat le père de votre mère, Jamal Husseini, et sa famille est obligée de quitter Jérusalem en exil à Beyrouth, bien avant donc la création de l'État hébreu. C'est les Anglais qui l'obligent à fuir. Oui, tout à fait. Déjà en 1936, il y a une grande révolte du mouvement national palestinien, parce qu'ils réalisent que les Britanniques favorisent ce que Lord Balfour a promis au mouvement sioniste, la création d'un État
juifs en Palestine, à la place pratiquement de l'État palestinien que le mandat britannique devait préparer, comme le mandat français préparait l'indépendance du Liban, par exemple. Et donc, tout le mouvement national se fait arrêter après l'échec de la première grande révolte en 1936. Mon grand-père fuit, elle raconte d'ailleurs comment elle arrive à l'aider à fuir puisqu'elle le prévient qu'il va être arrêté. Et plus tard, il décidera avec ses compagnons de se livrer aux Anglais et il est déporté en Rhodésie où il reste enfermé dans les camps que les Anglais réservaient aux nationalistes de tout l'empire colonial avant d'être libérés en 1944. Alors, cet exil à Beyrouth, au début, tout le monde pense que c'est de courte durée. Les gens s'installent dans des palaces, et puis après, on descend un petit peu de catégorie d'hôtel, et puis ça se termine dans des meublés, parce qu'on se doute bien que ça va s'éterniser au bout d'un moment. La majorité des Palestiniens n'étaient pas dans les palaces, ils étaient dans des camps de tentes, qui sont devenus après des camps de tôle ondulée, et que récemment, des maisons de briques, mais qui sont des camps de réfugiés immenses, qui sont d'immenses bidonvilles. Et jusqu'à maintenant, les 5 millions de Palestiniens qui vivent en exil sont encore dans des camps de réfugiés. À la même époque, Beyrouth accueille le grand moufti de Jérusalem qui fait partie de la famille de votre grand-père, donc de votre mère, qui était un Husseini. Alors, il y a quand même, dans l'article du Monde qui vous a été consacré la semaine dernière, au sujet du grand moufti de Jérusalem, on parle d'un personnage controversé. Vous avouerez quand même que c'est un doux euphémisme, Leïla, parce que ce grand moufti de Jérusalem, il était quand même allié avec Hitler. Il a quand même, je ne dirais pas allié. Il a quand même créé des Waffen-SS arabes. Il est quand même allé en 1941 rencontrer Adolf Hitler à Berlin, quand même. Non, il n'a jamais créé de SS arabe, il n'a jamais été allié. Mais comme dans toutes les alliances, il pensait qu'il pouvait être trouvé chez l'ennemi de ses ennemis une forme de soutien. Mais s'il y avait alliance, mon grand-père ne se serait pas livré aux Britanniques pour aller passer 4 ans dans une prison en Rhodésie et aux Seychelles. Non, je pense réellement qu'il ne faut pas transposer les problèmes de l'Europe au Proche-Orient. Ce qui s'est passé en Palestine, et d'ailleurs ce que raconte ma mère, c'est que à Jérusalem, par exemple, lorsque son grand-père était maire de la ville, il y avait une municipalité où juifs, chrétiens et musulmans faisaient partie de la municipalité de la ville. Son oncle, mon grand-oncle, dont elle parle beaucoup, Moussa Alami, avait comme frère de lait, comme on dit en arabe, ça veut dire celui qui avait été allaité par sa mère, un citoyen juif de la vieille ville de Jérusalem. Au moment où les juifs en Palestine étaient dans les municipalités, étaient les frères des arabes musulmans, ils souffraient des pogroms dont nous parlait Jérôme Clément en Europe. Donc c'est une situation très différente. Ça ne veut pas dire qu'on doit avoir une lecture critique de toutes les pratiques politiques, mais il ne faut pas transposer ce qu'ont vécu les Juifs en Europe de ce qu'ont vécu les Juifs. Le Yishuv de Palestine, la communauté juive de Palestine, à Jérusalem, à Hébron, à Naplouse, à Tibériade, à Safad, n'a jamais vécu de génocide. Non, c'est pas ce que je dis. Je disais simplement que le grand moufti de Jérusalem. Je disais simplement que le grand moufti de Jérusalem, en 1941, il est quand même allé voir Adolf Hitler à Berlin. Oui, parce que comme je vous le dis, à l'époque, il pensait qu'il pouvait, pour combattre les Britanniques, s'allier avec les ennemis des Britanniques, qui étaient les Allemands. Mais ça n'a pas été plus loin. Alors ensuite, c'est la Deuxième Guerre mondiale, et à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, en 1948, la création de l'État d'Israël. Évidemment, l'exil pour les Palestiniens se prolonge, c'est-à-dire que votre famille, qui était partie à cause des Anglais, se retrouve obligée de rester à Beyrouth à cause de l'État israélien. Elle est rejointe par... La famille de ma mère part parce que son père était un dirigeant nationaliste, et donc c'est quelques centaines de personnes en 1936 qui partent. Mais en 1948, c'est 700 000 Palestiniens qui partent, ce qui à l'époque fait 80% de la population palestinienne. Donc c'est ce que nous appelons, nous, la Nakba, ça veut dire le grand traumatisme de la dépossession de la terre. Alors, cette situation se confirme en 1967 avec la guerre des 6 jours, qui est une défaite pour les pays arabes. Et l'occupation de nouveaux territoires et 350 000 nouveaux réfugiés qui s'ajoutent aux 700 000 qui sont partis en 1948. Alors, vous dites, Leïla Chahid, les Palestiniens subissent les conséquences de 2 faits historiques qui ont eu lieu sur le continent européen. L'antisémitisme et le génocide du peuple juif, et le racisme anti-arabe et la colonisation. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que je crois que ce que nous
nous voyons en Palestine n'est absolument pas un phénomène de rejet du judaïsme ou de la population juive ou du peuple juif, de la culture juive. Je dirais que sur les 2000 ans de vie commune entre musulmans, chrétiens et juifs en Palestine, il y a une sérénité qui manque beaucoup à l'Europe moderne, à l'époque des pogroms en Russie tsariste ou à l'époque du nazisme. Et je pense que nous assumons, parce que le génocide est un crime contre l'humanité, et nous faisons partie de cette humanité, donc nous devons assumer les conséquences. Mais fondamentalement, ce n'est pas par antisémitisme ni par antijudaïsme que nous combattons la politique de l'État d'Israël. Nous la combattons parce qu'il y a une injustice sur la question de notre droit national, qui est au moins égal au droit national des Israéliens. Et nous subissons par ailleurs le fait qu'on est perçu aussi comme des Arabes et que le colonialisme britannique, pas français mais britannique, a été responsable du fait que nous avons perdu le droit d'être indépendants au moment où le mandat britannique devait nous préparer à l'indépendance. Donc nous sommes, malgré nous, nous avons subi des injustices qui sont les conséquences de situations historiques qui font partie de votre histoire, de l'histoire européenne. C'est pour ça qu'on en parle. C'est parce qu'on se sent concerné. Oui, oui, et je pense que c'est une des choses qu'on réalise aujourd'hui. C'est pour ça que le débat en France sur cette question est tellement intense, quelquefois trop passionné, qu'il faut le discuter avec sérénité, avec sens de responsabilité, et toujours dans le sens de la coexistence possible et dans le désir, en tout cas des Palestiniens, de coexister avec les Israéliens. C'est même parfois plus vif encore en France qu'en Israël. Oui, c'est-à-dire c'est toujours comme ça. Lorsque c'est de loin, parce qu'on transpose ses propres frustrations. Les gens culpabilisent aussi. Oui, et les gens transposent leurs propres frustrations sur les Palestiniens, sur les Israéliens, identifient avec les uns ou avec les autres. Et je crois que notre devoir est d'en discuter sereinement. D'en discuter, mais il ne faut pas qu'on importe le problème en France. Parce que c'est malheureusement ce qu'on a tendance à faire aujourd'hui entre les communautés musulmanes et juives en France. Il ne faut pas importer ce problème. C'est le Moyen-Orient. On peut donner son avis, mais il ne faut pas que les communautés musulmanes et juives en France se croient les représentants des uns et des autres. Je suis tout à fait d'accord, mais je pense que c'est normal qu'on s'y intéresse, parce que c'est quelque chose, comme le combat en Afrique du Sud a intéressé les citoyens français ou européens ou arabes pendant toute la période du combat de Mandela et du combat anti-apartheid. C'est normal qu'on s'intéresse à la justice et à l'équité en Palestine et en Israël. Moi, de temps en temps, je lis un petit peu, je regarde, j'écoute ce que vous dites. Tous les jours, il naît des jeunes, des Palestiniens, des bébés palestiniens. Il naît aussi des bébés israéliens. Et j'ai l'impression que tous les jours naissent de nouveaux belligérants. Madame Saïd, comment fait-on aujourd'hui pour que demain matin, le bébé palestinien et le bébé israélien qui va naître ne soit plus un belligérant, mais un être humain? Qu'est-ce qu'on fait? C'est très facile. Le jour où ils auront droit à la même chose, ça veut dire pour les Palestiniens, la liberté de circuler, d'aller danser, d'aller à l'école, d'aller travailler, de sortir, de rentrer. Pour le moment, les Palestiniens sont sous occupation militaire, donc il n'y a pas de symétrie entre la situation du bébé israélien et du bébé palestinien, malheureusement. Et le meilleur moyen, c'est de mettre fin à l'occupation. C'est ce que nous proposons au gouvernement israélien. Et beaucoup d'Israéliens partagent notre opinion, grâce à Dieu. Leïla, pour conclure, si vous aviez une baguette magique, ce serait comment le Moyen-Orient? Je dirais comme Jérusalem du temps de ma mère. Ça veut dire une ville ouverte où coexistent des Juifs, des Arabes, des Allemands, des Russes, des Français, des Américains. Les Allemands. Non, moi je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que si vous voulez parler de paix, il faut aussi savoir tourner les pages. Il n'y a pas de raison. Vous Français, vous avez été en guerre avec les Allemands. Vous êtes aujourd'hui l'axe principal de l'Europe. Je crois que ce qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'il montre que cette coexistence a existé. Il faut abattre les murs. Je ne pense pas qu'on peut avoir des bébés qui se libèrent de l'animosité lorsqu'on construit des murs de 9 mètres d'eau qui séparent les deux peuples. C'est tragique aussi pour les Israéliens, parce que le mur, ils les emmurent à eux aussi, pas seulement à nous. Et je crois que nous avons besoin de toutes les volontés de ceux qui veulent vivre ensemble. Il y a énormément de réactions contre ça en Israël. Enfin, oui, bien sûr. Absolument, je crois qu'il faut le dire, parce que je crois que les gens ne savent pas. Les gens ne savent pas qu'en Israël, il y a des gens qui sont... dans l'armée israélienne. Il y a la réaction de tous les soldats israéliens qui refusent de servir dans les territoires parce qu'ils ne veulent plus avoir ce rôle d'oppresseur. Et ça, il faut saluer le courage de tous ces militants de la paix israélienne. Mais à Jérusalem, il y a beaucoup de nostalgiques de l'époque dont parlait Leïla Chaïd. Moi, j'ai vu beaucoup d'Israéliens
Israéliens qui sont extrêmement malheureux de voir que finalement la ville est en train de se transformer à ce point, et aussi d'ailleurs de la façon dont les Américains achètent toutes les terres, dont la ville se transforme aussi sous une influence qui réduit complètement la coexistence des différentes communautés. On commence à acheter du terrain. C'est pas dans l'esprit. Oui, mais ils construisent des choses très laides. Jérusalem est une ville magnifique qui a une spiritualité, qui a une histoire, qui a une mémoire extraordinaire de coexistence. Et il faut la sauver de la destruction aussi, des tunnels, des autoroutes et des bombes et des immeubles aussi. Et des bombes dans les autobus aussi. Oui, c'est sûr, mais je veux dire, s'il y a la paix, il n'y a plus besoin d'avoir des bombes, ni à Jérusalem, ni à Gaza non plus. La paix ne doit pas être conditionnée par les bombes dans les autobus. Non, on ne peut pas dire qu'on fait la paix parce qu'il y a... Les bombes des autobus ne sont que la conséquence d'une situation politique d'occupation, de frustration, de violence. La violence n'est pas inhérente à la nature des Palestiniens, ni à la nature d'aucune population. Elle est la conséquence d'humiliation, d'occupation qui dure depuis 38 ans. On parlait de 4 années d'occupation en France. 38 ans, ça veut dire 4 générations de Palestiniens qui sont humiliés. Il est temps que ça cesse, il n'y aura plus de bombes. Pour personne, je crois. C'est pas exactement la même chose. Pas exactement. C'est pas la même chose. Non, je ne fais pas d'analogie avec le nazisme. Je fais l'analogie avec l'occupation. Toutes les occupations sont illégales, illégitimes, et elles produisent toutes de l'humiliation, que ce soit au Vietnam, que ce soit en Algérie lorsque la France y était, que ce soit en Afrique du Sud, que ce soit en Palestine. Et je crois qu'il faut avoir le courage de dire qu'il n'y a aucune occupation qui est bonne, jamais, pour aucune population. Elle n'est même pas bonne pour l'occupant, parce qu'elle contamine aussi la société de la puissance occupante, pas seulement de la population occupée. Tu veux dire quelque chose, Michael? Non, je n'ai pas les arguments. Je ne sais pas m'exprimer comme ça pour réussir à dire ce que je pense. Donc, je préfère me taire parce que je vais dire des bêtises. Tu veux que je t'aime? Je ne maîtrise pas assez bien le verbe. Il faut faire gaffe parce que la Chaïd, elle est forte. Elle maîtrise bien l'histoire géo. J'ai l'impression que l'histoire géo, t'étais... Si, Leïla, vous savez bien que vous êtes la meilleure ambassadrice possible pour la Palestine. Nous parlons d'un livre dont le ton n'est que la tentative d'avoir un discours humain. Tout ce que dit ma mère dans ce livre, c'est que nous avons voulu vivre normalement, comme tout le monde, comme les Israéliens veulent vivre, et que ça a existé dans l'histoire. Et il n'y a pas une note de haine dans ce livre. Lisez-le. Je vous montrerai. Il ne faut pas renvoyer tout le temps face à face toutes les situations d'occupation créent de la violence. C'est ce que vous faites. Non, je ne renvoie pas du tout, au contraire. Je suis venue parler d'un livre où on parle justement d'amour, de Jérusalem ouvert, et vous quand même... Mais écoutez, c'est une réalité de fait qu'il y a une occupation militaire. Je ne vois pas pourquoi vous voulez qu'on la nie. Est-ce qu'il y a une occupation militaire depuis 38 ans ou pas dans ce territoire? C'est ça qui produit de la violence. On met fin à l'occupation, on met déjà la première base, c'est pas la fin. Ça veut dire quoi mettre fin à l'occupation? Ça veut dire retirer l'armée israélienne des territoires palestiniens. Ça veut dire que Israël devient un territoire mi-israélien, mi-palestinien? Mais non, absolument pas. Il devient un territoire israélien dans les frontières de 67. Il signe un accord de paix. Jérusalem, et il assure ville ouverte? Une ville qui est la capitale de 2 États. Et est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui on peut mettre un juif et un palestinien à côté sans qu'ils se tapent sur la gueule? Bien sûr que je pense. Ça a lieu tous les jours. Vous seriez surpris qu'aujourd'hui même avec l'occupation, il y a beaucoup de juifs et d'arabes qui existent très bien à Jérusalem et dans tous les territoires. Il y a beaucoup d'arabes israéliens. Moi, j'ai fait un dîner à Jérusalem où j'avais à ma droite Lia Van Meer, qui dirige la cinémathèque de Jérusalem, et à ma gauche Georges Ibrahim, qui dirige la cinémathèque. C'est pas ceux-là qui tiennent les fusils, ni ceux qui... Voilà, mais il y en a aussi. Il y a les deux. D'avoir une Leïla Chaïd forte, c'est aussi de pouvoir connaître aussi bien les Israéliens, ne pas mélanger juifs et israéliens, savoir parler avec autant de douceur des juifs et des arabes, et de ne pas faire cet amalgame dont tu parlais aussi, tu vois, ce qui fait que tout d'un coup... N'importe pas le conflit, quoi. Honnêtement, parlons de ça, quoi. Parlons de cette envie de surtout dire... surtout en ce moment. C'est possible. Surtout avec ce qui se passe en ce moment. Mais la question c'est pas seulement celle... Parce que ce que dit Leïla Chaïd, on peut être que d'accord avec elle. La coexistence de 2 peuples qui se sont fait la guerre et qui vont vivre ensemble. Mais c'est la richesse de cette région. La seule chose, c'est la question qui se pose, c'est de savoir si Abou Mazen, Mahmoud Abbas, va réussir ou non à imposer aux fractions les plus violentes de la société palestinienne, aux groupes armés, une paix, de déposer les armes et d'arrêter aussi les actes terroristes. Il faut en tout cas inscrire... Malheureusement, il n'y a pas
ni d'ailleurs en Israël non plus. Il n'y a pas que des gens comme vous qui veulent la paix. Il y a tous les autres. Et c'est cela qu'il faut arriver à... Mais je crois Sharon, il doit aussi l'imposer à ses extrémistes à lui. Absolument. Comme ils l'ont fait déjà dans le Sinaï, il faut que cette trêve soit réciproque et mutuelle. Il faut que les deux côtés restreignent leur force, leur capacité militaire. N'oubliez pas quand même que l'armée israélienne est la 4e puissance du monde. Il faut une décision politique d'arrêter. Excusez-moi, il a raison. On nous a expliqué que c'était Saddam Hussein. Ça fait 10 ans qu'on nous dit que c'est Saddam. Moi, c'est pas moi qui le dis, c'est les analystes du monde entier. Ah ben non, ils ne l'achètent pas, ils le prennent. Ça, c'est pas encore gagné. C'est pour ça qu'il y avait une lueur d'espoir. Je voudrais quand même rappeler, juste une chose. Si les Palestiniens ont élu à plus de 62% Mahmoud Abbas, c'est parce que justement, il les invitait à revenir à un processus non violent, non militaire, de processus de paix. C'est un message des Palestiniens. Il faut le lire. Merci. Souvenir de Jérusalem par Cyril Husseini Shahid. C'est Payard, c'est la maman de Leila Shahid. Merci d'être venue, Leila. Merci beaucoup. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.